Ce monde multipolaire arrive. Ces pays sont en train de s'élever. Leur niveau de vie augmente. Des centaines de millions, en fait des milliards, de personnes vivent mieux aujourd'hui dans ces pays qu'auparavant. Donc c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose que le monde ne soit pas aussi inégal qu'il l'était dans le passé. Alors, comment nous, dans les pays occidentaux qui ont toujours bénéficié du système précédent, faisons-nous face à un monde plus diversifié, à un monde plus multipolaire? Il n'y a pas de réponse facile à cela, mais c'est pourquoi je suggère que nous devons repenser les récits autour des relations internationales, car ils ont tous été écrits à Washington, Londres, Bruxelles et d'autres endroits comme Canberra, des lieux en Occident où nous avons eu notre vision particulière du monde. Bonjour à tous, ici Pascal des études de neutralité, et aujourd'hui je parle avec le Dr David Morris. David est le PDG du Conseil d'affaires Australie-Chine en Tasmanie et le directeur de plusieurs entreprises et ONG promouvant le commerce, l'investissement et la compréhension interculturelle. Il est également chercheur principal à l'Université des études étrangères de Pékin et auparavant, il a travaillé comme diplomate. Parmi d'autres affectations, il a servi à Pékin en représentant l'Organisation internationale de l'Océanie. David a récemment publié un livre intéressant intitulé « Une nouvelle ère de risque. Pourquoi nous avons besoin d'un nouvel internationalisme durable pour gérer la montée de la Chine ?» C'est ce que nous voulons discuter aujourd'hui. Alors David, bienvenue. Bonjour Pascal. Ravi de vous avoir ici et d'avoir votre livre qui est sorti récemment, si j'ai bien compris. C'est en quelque sorte une évolution de votre thèse de doctorat, n'est-ce pas? Oui, en effet, je viens de recevoir la version papier, en fait. Donc, la voilà. Merveilleux. Oui. Oui. C'est basé sur la recherche que j'ai effectuée pour ma thèse de doctorat, qui impliquait de voyager à travers la ceinture et la route dans le monde entier, de visiter des endroits en Asie centrale et en Asie du Sud-Est, et bien sûr, de passer du temps en Chine également. J'ai mené plus de 100 entretiens avec des décideurs et des dirigeants. Donc j'espère que cela apporte des informations nouvelles. Alors, qui était votre cible principale avec la recherche? Essayez-vous d'étudier comment l'Occident aborde la montée en puissance de la Chine? Ou essayez-vous de comprendre comment la Chine gère sa propre ascension et ses perceptions par l'Occident? Eh bien, c'est une très bonne question. Et c'est la question que tout le monde pose, car nous supposons que chaque auteur aborde un sujet avec ses propres préjugés et souhaite présenter un point de vue particulier. Et bien sûr, je reconnais que j'ai aussi mes propres préjugés. Mais j'ai vraiment essayé de comprendre une diversité de points de vue. En tant que citoyen de la région Asie-Pacifique, je suis très conscient que Walls même est une wide spurt du monde si diversifié et une perspective différente. Et donc, je voulais apporter, même si j'étais basé en Europe pendant une partie du temps où j'écrivais cela, une diversité de points de vue aux publics occidentaux, mais aussi au public ailleurs. Je voulais essayer de comprendre comment la Chine voit-elle les choses, comment les pays occidentaux et comment les autres pays au milieu, neutres, non alignés, voient-ils leurs interactions avec une Chine en pleine ascension. C'est donc ce que j'ai essayé de faire dans ce livre. Bien sûr, je viens d'Australie. Je suis sans doute venu avec certains de mes propres biais, mais c'est une tentative sincère de comprendre la complexité et la diversité. Et cela se reflète dans le livre. Je veux dire, vous ne partez pas d'un point où commencent beaucoup d'analyses occidentales, c'est-à-dire la menace chinoise et la gestion de la Chine, dans le sens de comment nous assurer que la Chine reste aussi contrainte que possible.
Vous commencez en fait par quelle est cette approche chinoise qu'ils essaient. Et vous vous concentrez également beaucoup sur l'initiative de la ceinture et de la route. Pouvez-vous peut-être nous donner votre analyse de la façon dont vous percevez l'ascension de la Chine, peut-être plus d'une perspective chinoise ou pacifique que de l'Occident? Eh bien, je pense que je pourrais même commencer à en parler d'un point de vue australien, si vous le souhaitez. Car j'étais diplomate pour le gouvernement australien dans les années 1980 et 90, lorsque l'Australie s'engageait très activement, non seulement avec la Chine, mais bien sûr avec toutes les principales économies de l'Asie de l'Est en particulier. Et l'Australie était très occupée à construire des structures, à bâtir une coopération régionale. Ainsi, la création de l'APEC, par exemple, qui était une initiative australienne, et des accords de libre-échange et d'autres structures qui pouvaient aider à construire un internationalisme dans la région, un sentiment d'identité régionale et des habitudes de dialogue et de coopération. C'était donc très largement la philosophie de ces jours d'après-guerre froide. Et en tant que jeune diplomate australien, j'étais très influencé de pensée. Et donc, notre engagement à cette époque avec la Chine, en tant qu'économie en pleine croissance, a été très positif pour l'Australie. L'Australie a énormément bénéficié de son commerce avec la Chine. Au fil du temps, cela a évolué pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, un commerce bilatéral de 300 milliards de dollars, avec un énorme excédent commercial en faveur de l'Australie. De nombreux Australiens sont très prospères grâce aux interactions de l'Australie, à son intégration économique en quelque sorte avec la montée de la Chine. Tout comme auparavant, l'Australie avait énormément bénéficié de la montée du Japon dans l'ère d'après-guerre et s'était également intégrée économiquement avec le Japon. Ainsi, pour les Australiens, l'histoire de la Chine était plutôt positive. De plus, il y a eu une expérience très positive de la migration chinoise en Australie, avec 1,5 million d'Australiens d'origine chinoise, et cela a été une expérience très réussie. Ce n'est donc en 2017, vraiment, que tout a changé. J'étais assis à Pékin en tant que diplomate, mais je ne travaillais pas pour mon pays d'origine à ce moment-là. Je travaillais pour les pays insulaires du Pacifique d'Océanie pour l'organisation régionale appelée le Forum des îles du Pacifique. J'ai observé, assis là à Pékin, comment le monde a changé avec l'élection de Donald Trump, avec la montée de la concurrence géopolitique entre les États-Unis et la Chine et l'impact que cela a eu sur les pays alignés avec les États-Unis, comme l'Australie. Ainsi, l'Australie était en quelque sorte coincée au milieu de cela. L'Australie était très profondément intégrée économiquement avec la Chine. Mais bien sûr, en tant qu'allié des États-Unis et allié très loyal des États-Unis, l'Australie a participé à chaque bataille dans laquelle les États-Unis ont été impliqués depuis 1917. Ainsi, l'Australie se considère comme profondément intégrée stratégiquement avec les États-Unis. Et donc, en 2017, lorsque Donald Trump a déclaré la Chine comme un concurrent stratégique, et lorsque le récit en Occident dans son ensemble s'est transformé en ce récit de menace chinoise, selon lequel la Chine était une menace pour l'Occident, cela a eu un impact énorme en Australie comme ailleurs. Et donc ma réflexion ici, mon approche était d'essayer de prendre du recul par rapport à cela, d'essayer de ne pas prendre parti ou de faire des suppositions qu'une chose était soudainement une menace, alors qu'1 an plus tôt, elle avait été vue comme une opportunité massive. J'essayais d'approfondir les raisons pour lesquelles cela aurait pu se produire. Et donc, bien sûr, j'ai étudié, comme beaucoup d'autres l'ont fait, la compétition géopolitique qui émergeait là-bas entre les États-Unis et la Chine, mais aussi en essayant de comprendre comment la Chine voit les choses. Et je pense que la Chine a bénéficié, comme l'Australie, énormément de la montée en puissance durant cette ère post-guerre froide, une ère de libéralisation du commerce
une époque où les pays avec lesquels elle commerçait abaissaient les barrières, contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui aux États-Unis. C'était une période où la Chine a pu s'intégrer dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, exactement comme le Japon l'avait fait, comme la Corée du Sud l'avait fait, et les autres grandes réussites du développement économique asiatique. La Chine a pu le faire à une échelle encore plus grande. Maintenant, nous savons que, bien sûr, la Chine est un système politique différent. Ce n'est en rien une démocratie libérale occidentale. Mais certains de ces pays d'Asie de l'Est ne ressemblent pas nécessairement non plus aux démocraties libérales occidentales. J'ai donc voulu explorer comment les Chinois perçoivent l'histoire du développement. Comment voient-ils leur intégration? J'ai fait de nombreuses interviews et beaucoup de recherches pour essayer de comprendre cela. Je pense qu'il est difficile de faire des généralisations à grande échelle sur la Chine, car elle est relativement opaque pour les observateurs extérieurs. Néanmoins, je pense qu'une généralisation large serait que la Chine a vu les avantages de la mondialisation et en a bénéficié. Et donc c'est en fait relativement engagé, peut-être même plus engagé que les États-Unis, par exemple, qui sous Donald Trump s'éloignent clairement de la mondialisation et de l'ordre fondé sur des règles qui la sous-tend. La Chine, en revanche, voit de nombreux avantages. Maintenant, cela ne signifie pas que la Chine ne veut pas changer l'ordre mondial, bien sûr que si. La Chine n'accueille pas favorablement un ordre mondial dominé par l'Occident, un ordre mondial dans lequel elle occupe une place secondaire. La Chine veut clairement être à la table des grands. Elle veut être un leader. Elle soutient qu'elle cherche un monde multipolaire. Et donc, j'ai essayé dans mes recherches de comprendre comment les Chinois voient cela. Comment les gens à travers l'Asie voient-ils cette question de la multipolarité qui effraie les gens en Occident? L'expérience européenne de la multipolarité a été désastreuse, mais l'expérience asiatique de la multipolarité n'a historiquement pas été aussi dangereuse. Les Asiatiques considèrent souvent la multipolarité comme offrant le potentiel d'une coexistence mutuelle, pour qu'une diversité de puissances coexiste. Bien sûr, il y a beaucoup de risques dans cette situation. Si nous nous dirigeons vers une situation de multipolarité, cela soulève un grand nombre de risques. Et donc ma conclusion est que nous avons besoin d'une gestion sérieuse des risques, au lieu des scénarios de menaces géopolitiques exagérées, avec la Chine disant que l'Occident est la menace et l'Occident disant que la Chine est la menace. Je pense qu'en réalité, ce dont nous avons besoin, c'est d'une gestion sérieuse des risques. Je suis entièrement d'accord sur la nécessité de structures qui nous aident à gérer le risque. Le problème que je vois, c'est qu'il y a quelques forces de tous côtés qui préfèrent aller, je veux dire, ils disent généralement la concurrence, mais ce qu'ils veulent dire, c'est juste foncer, n'est-ce pas? Et en fait, utiliser les outils de pouvoir disponibles. Et je vois des approches comme celle-ci à la fois, je veux dire, clairement aux États-Unis, mais aussi en Chine. Si vous regardez comment la Chine aborde ses petits voisins, surtout celui qui me déroute encore et que je ne comprends pas. Et sérieusement, à tous mes amis chinois, quelqu'un doit m'expliquer l'approche envers les Philippines, car il serait si facile de les séduire. Il serait si facile de les avoir comme amis, mais je ne comprends pas cela. Mais vous avez également examiné les connexions avec ces petits États. Comment expliquez-vous cela des deux côtés, les États-Unis d'une part et la Chine de l'autre, alors que tout le monde semble s'attendre à un affrontement dans le Pacifique? Je veux dire, si vous regardez la configuration militaire, d'accord, c'est une chose, mais cela s'étend dans le domaine économique, n'est-ce pas? Oui, c'est une question, tout d'abord, des principes qui sous-tendent l'approche, mais ensuite, bien sûr, d'une compréhension saine, d'un scepticisme sain
quant à la manière dont les grandes puissances opèrent. Parce que bien sûr, les grandes puissances peuvent avoir un ensemble de principes, mais elles peuvent aussi les appliquer de manière incohérente, ce que nous appelons généralement dans les relations internationales le problème des doubles standards. Et donc, il ne fait aucun doute qu'il y a un certain nombre de questions à considérer ici. Mais il est important, je pense, de regarder les premiers principes, car particulièrement dans un État parti comme la Chine, lorsque la Chine établit son plan, lorsqu'elle établit son agenda, c'est quelque chose qui est en fait relativement transparent. Nous pouvons observer les processus de la Chine annonçant quelles sont ses intentions, quels sont ses principes. Nous pouvons être d'accord ou en désaccord avec cela, mais c'est un processus relativement facile à observer, car ces principes sont bien sûr appliqués à travers l'état parti du haut jusqu'en bas. Tout le monde doit suivre un principe lorsqu'il s'agit d'une ligne directrice, lorsqu'il est réellement défini comme la direction que le pays prend. Ainsi, à l'ère moderne, il y avait une certaine incohérence au début de l'ère de la République populaire de Chine, non aussi finie. Faire. Mais depuis les années 1980, la Chine a démontré un engagement profond envers ses principes de Bandung, les principes de non-alignement, de non-intervention dans d'autres pays, de coexistence pacifique et de respect mutuel entre les pays. C'est au cœur des principes que la Chine expose. Maintenant, cela ne signifie pas que nous devrions accepter cela pour argent comptant. Mais cela signifie que c'est leur approche générale. Et donc, lorsqu'ils votent aux Nations Unies, la Chine ne prend systématiquement pas position lorsqu'il s'agit des affaires internes d'un autre pays. Ce qui est une différence très intéressante par rapport à notre perspective occidentale habituelle, où bien sûr, dans la tradition occidentale, il y a des centaines d'années d'expérience de pays occidentaux cherchant à intervenir et à influencer d'autres pays. Il y a donc une supposition en Occident que la Chine va faire la même chose, qu'elle va vouloir influencer et intervenir dans d'autres pays. En Chine, il y a une supposition qu'elle ne le fera pas, qu'elle sera différente. Maintenant, je pense que la réalité se situe probablement quelque part au milieu, parce que cela dépend de ce que nous entendons par pouvoir et influence. Comme vous le dites, dans le domaine économique, bien sûr, il y a une concurrence très saine ici, et il ne fait aucun doute que la Chine, alors qu'elle continue de croître, est déjà, selon la plupart des mesures, la plus grande économie du monde, certainement en termes de commerce et de son impact international. Nous pouvons donc nous attendre à ce que la Chine veille à ses intérêts, et de temps en temps, cela peut contredire les intérêts d'autres parties. C'est donc un domaine que nous voudrions examiner très attentivement. Mais l'autre question est, je pense, qu'il y aura aussi des questions autour des intérêts fondamentaux de la Chine, les domaines que la Chine considère comme essentiels pour sa propre sécurité nationale. Et je pense que nous pouvons nous attendre, en tant que grande puissance, à ce qu'elle adopte une approche plus ferme sur ces questions. Mais en même temps, si j'essaie d'adopter une approche équilibrée ici, les preuves jusqu'à présent montrent que la Chine veut s'engager à travers le système multilatéral. Et c'est une bonne nouvelle. Parce que si vous voulez construire les institutions, les traditions et les habitudes de coopération, alors le système des Nations Unies, tout le système multilatéral dans la finance, dans tous les domaines, est un bon point de départ. Si vous avez une puissance montante qui dit vouloir travailler au sein de ce système, même si parfois ce ne sera pas cohérent, comme avec le droit international de la mer. Mais je pense que c'est un bon point de départ. Et c'est une tragédie, vraiment, à ce stade de l'histoire mondiale, alors que la Chine est en plein essor, que les États-Unis s'éloignent de ce système international de règles dont ils ont été un architecte clé. Vous savez, ils ont été un concepteur clé du système d'après-guerre et de toutes ces institutions. Ils ont leurs faiblesses, ils ne sont pas parfaits,
Mais c'est tout ce que nous avons de coopération multilatérale. In terms of multilateral cooperation. Yeah, but one of the takeaways for me is that the United States. L'un des enseignements pour moi est que les États-Unis sont heureux de construire des structures internationales, tant qu'ils sont le leader qui peut réellement déployer ces structures internationales. Un excellent exemple est l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Pour la Chine, je pense qu'il est vraiment important de se rappeler que le modèle économique en Chine n'a été modifié que sous Deng Xiaoping dans les années 1970. 20 ans plus tard, ils décident, d'accord, maintenant commençons à nous intégrer. Et ils ont rejoint l'OMC en 1990, 91, quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Et l'OMC, c'était laquelle? Oui, c'était une décennie plus tard. Ils ont rejoint l'OMC en 2001. Donc 30 ans de restructuration économique à l'intérieur du pays, puis l'adhésion à l'OMC. Et l'OMC est censé être cet arbitre du commerce, n'est-ce pas? Sans avoir de pouvoirs supranationaux, vous créez un organisme capable de régler les différends commerciaux entre entreprises, mais aussi entre États, entreprises et États, et États et États. C'est un organe d'arbitrage, n'est-ce pas? Et maintenant, les États-Unis mettent cet organe en échec, en refusant essentiellement de nommer des juges à l'organe d'appel. Par conséquent, toute la structure est pratiquement disparue. Vous ne pouvez plus arbitrer les affaires. La Chine est très amère à ce sujet et souhaite intégrer et avoir effectivement un tel organe d'arbitrage. Mais ce sont toujours les États-Unis et l'Occident qui continuent de dire que la Chine est une menace économique pour l'ordre mondial. Comment comprendre ce signalement autrement que par le fait que nous sommes dans une ère où les États-Unis essaient maintenant d'utiliser la politique de grande puissance pour enfoncer un clou qui dépasse? Oui, je veux dire, il ne fait aucun doute qu'il y a une grande politique de pouvoir en jeu ici. Je pense que c'est l'une de mes conclusions. Je pense que nous pouvons en quelque sorte nous attendre à ce qu'il soit naturel pour les États-Unis de se sentir menacés par un nouveau concurrent de pair. En un sens, sur de nombreux plans, la Chine est un concurrent de pair plus important pour les États-Unis que l'Union soviétique ne l'a jamais été, car la Chine est profondément intégrée économiquement au monde. Plus de pays membres du monde sont profondément intégrés avec la Chine qu'avec les États-Unis. La Chine est aujourd'hui le plus grand partenaire commercial pour la plupart des pays du monde. Et à mesure que la Chine continue de s'intégrer économiquement au monde, cela seul, en termes de concurrence économique, fait de la Chine un concurrent significatif pour les États-Unis. Mais bien sûr, en termes stratégiques, ce que cela signifie également, comme le savent les penseurs stratégiques aux États-Unis, c'est que le pouvoir économique conduit au pouvoir stratégique. À mesure que la Chine s'enrichit et a une empreinte économique plus importante dans le monde, elle a le potentiel, comme l'ont fait les États-Unis, d'utiliser sa puissance économique à des fins stratégiques, si elle le souhaite. Et donc ça va être le domaine, c'est l'un des principaux domaines de risque bien sûr, c'est d'observer comment la Chine agira à l'avenir. Mais je pense qu'il est également important d'examiner comment la Chine a agi jusqu'à présent. Et c'est une question très intéressante à poser. J'ai noté dans mon livre que c'est presque comme si les grands pays occidentaux d'Amérique du Nord et d'Europe n'avaient vraiment remarqué la montée de la Chine qu'au XXIe siècle. C'était comme s'il avait fallu la crise financière mondiale, les Jeux olympiques de Pékin et quelques grands événements avant que les gens en Occident ne remarquent généralement la Chine. Mais c'est pourquoi j'ai introduit mes commentaires en tant qu'Australien, car nous avions remarqué la montée de la Chine depuis les années 1980. L'Australie avait été profondément intégrée économiquement, tout comme le Japon, Singapour et d'autres pays de la région, qui étaient devenus profondément intégrés économiquement avec la Chine
bien avant que les États-Unis et l'Europe ne semblent vraiment remarquer ce qui se passait. Il y a donc en fait un historique. Il y a un historique de décennies et de décennies de commerce et d'investissement, d'éducation internationale, dans le cas de l'Australie, avec des centaines de milliers d'étudiants chinois passant par les universités. Il y a donc en fait un bon historique solide à étudier et à observer pour voir, y a-t-il eu des problèmes majeurs, y a-t-il eu des influences économiques utilisées et toutes les sortes de préoccupations que les gens ont. Je pense que nous pouvons mesurer et rechercher. Et donc mon point serait qu'à ce jour, nous n'avons en fait pas tant de preuves de la grande analyse de la menace, du grand discours de la menace, ce qui ne veut pas dire que la Chine n'utilisera pas son pouvoir maintenant ou à l'avenir. C'est simplement pour dire que je pense que nous devons être très prudents quant aux preuves, et nous devons continuer à observer les preuves pour dénoncer toute grande puissance lorsqu'elle utilise des doubles standards. Tout comme il y a de nombreuses voix dans le monde aujourd'hui qui critiquent les États-Unis pour ce qu'ils font avec cette guerre tarifaire contre le monde, semble-t-il. Eh bien, de la même manière, si et là où la Chine utilise sa coercition économique, comme elle l'a fait contre l'Australie il y a quelques années, comme elle l'a fait contre la Corée du Sud et quelques autres endroits, ces cas doivent également être dénoncés parce que vous obtiendrez des doubles standards lorsque vous parlez d'une grande puissance. Mais dans l'ensemble, je pense qu'il est plus important de se baser sur les preuves. Et dans l'ensemble, comme je le dis, quand nous revenons à ces institutions, avoir des règles, avoir des mécanismes de règlement des différends, ce sont des éléments fondamentaux. Même pendant la guerre froide, au plus fort de la guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique ont réussi à coopérer dans des domaines clés de la sécurité, de la paix et de la coopération internationale. Par exemple, l'aviation, la sécurité nucléaire et toute une gamme de domaines où il existait des institutions qui fonctionnaient de manière sûre et efficace. Il y avait un niveau de confiance, même si cette confiance devait être vérifiée, comme l'a dit Ronald Reagan de manière célèbre. L'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, est un excellent exemple où l'Union soviétique et les États-Unis avaient le potentiel de se détruire mutuellement, mais ils ont construit ensemble, de manière coopérative, un ensemble de règles et d'institutions, de protocoles d'inspection et d'autres pour réduire la méfiance à un niveau très bas. Et l'AIEA, bien sûr, n'était pas parfaite à 100%. Il y avait quelques contrevenants aux règles pendant la période de la guerre froide. Mais dans l'ensemble, cela a donné le ton pour résoudre de grands problèmes et différents. Et il me semble que c'est le type de leadership et de gestion des risques dont nous allons avoir besoin dans la ou les 2 ou 3 décennies à venir. Car pour le moment, il ne semble pas y avoir d'appétit pour s'asseoir et coopérer avec la Chine. Il semble y avoir juste une peur que toute coopération ne soit pas digne de confiance, que nous ne serons pas capables de construire la confiance avec un système très différent. Je ferai remarquer qu'en Asie dans son ensemble, nous vivons avec une multitude de systèmes politiques, de philosophies et de cultures différents. Si nous ne pouvons pas comprendre comment nous entendre et comment établir des normes et des règles pour vivre dans la communauté internationale, alors nous nous dirigeons vers le genre de chaos que le monde n'a pas connu depuis un siècle. Oui, je me demande juste comment construire cela, parce que l'un des problèmes est bien sûr les profonds enchevêtrements des doubles standards. Et vous savez, les doubles standards me semblent les plus flagrants du côté occidental. Je veux dire, non pas que les autres grandes puissances, etc., soient irréprochables, mais nous traversons un moment où le monde occidental crie au génocide à propos du Xinjiang et des Ouïghours, tout en disant qu'il est normal que chaque jour, 70 à 100 personnes meurent en Palestine parce que des bombes explosent. C'est normal.
Et quiconque prétend que c'est un génocide est en fait antisémite, n'est-ce pas? C'est ce que nous traversons. Comment pouvons-nous? Ce sont des hypocrisies si flagrantes que je me demande si elles ne sapent pas vraiment aussi la confiance fondamentale nécessaire pour dire, par exemple, d'accord, si nous établissons ensemble la norme, vous et moi, alors nous pouvons avoir confiance que nous aurons tous les deux une compréhension similaire d'elle. L'histoire des États-Unis a été, encore une fois, de tenter de construire des institutions afin d'utiliser ces institutions pour la projection de pouvoir. C'est évidemment pas ce que la Chine ou la Russie ou d'autres veulent. Ils veulent des institutions pour gérer, pas pour dominer. Ou j'espère que c'est ce qu'ils veulent, le globe. Ou peut-être que c'est l'une des craintes occidentales, que si la Chine construit une institution internationale, elle fera exactement la même chose que ce que l'Occident a fait. C'est-à-dire essayer de l'utiliser comme un outil de projection de pouvoir. Comment pouvons-nous résoudre cela? How can we resolve this? Eh bien, je pense que c'est la peur. Et je pense que c'est une peur profondément ancrée. Et je pense que si nous regardons la tradition occidentale sur des centaines d'années, nous pouvons voir pourquoi nous, en Occident, avons construit un ensemble de valeurs. Et nous croyons que nous les avons perfectionnées au fil des siècles. Nous croyons avoir moins de doubles standards qu'auparavant. Nous croyons sincèrement cela, je pense, dans les sociétés occidentales. Et comparé à la façon dont les puissances européennes ont colonisé le monde, l'Occident est un acteur bien meilleur maintenant qu'il ne l'était probablement il y a quelques centaines d'années. Mais c'est profondément enraciné dans notre façon de penser en Occident qu'il y a une dichotomie, qu'il y a un bon et un mauvais. Et donc, si nous sommes arrivés à la conclusion que nous sommes les bons, et pour de nombreuses raisons, il y a beaucoup de preuves pour cela, de nombreuses raisons pour lesquelles les gens en Occident croient que nous avons le meilleur niveau de vie, la meilleure qualité de vie et les meilleures institutions. Donc, ce genre d'arrogance, si vous voulez, qui peut sembler très agressive aux gens dans le reste du monde, je pense que nous pouvons comprendre pourquoi nous ressentons cela en Occident. Et donc le défi pour nous est maintenant de nous adapter à un ordre mondial en mutation. D'accord, l'Occident a dominé le monde et nous avons commis beaucoup d'erreurs, mais nous pensons avoir tiré des leçons de certaines d'entre elles. Il y a encore beaucoup à apprendre, beaucoup plus à apprendre sur la complexité des civilisations, des philosophies et des différentes manières dont les pays d'Asie voient le monde. La Chine est le grand, la Chine est l'évident avec lequel nous devons nous familiariser. Mais l'Inde n'est pas loin derrière, et je pense que l'Indonésie ne sera pas loin derrière, et le Vietnam. Ces civilisations sont toutes très différentes de la civilisation occidentale. Et grâce au développement, grâce à la mondialisation, grâce au développement réussi que nous avons observé, surtout en Asie de l'Est, nous voyons maintenant cela se répandre dans le reste du monde en développement. Ce monde multipolaire arrive. Ces pays sont en train de s'élever. Leur niveau de vie augmente. Des centaines de millions, en fait des milliards de personnes, vivent mieux aujourd'hui dans ces pays qu'ils ne l'ont jamais fait auparavant. Donc c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose que le monde ne soit pas aussi inégal qu'il l'était dans le passé. Alors comment nous, dans les pays occidentaux qui ont toujours bénéficié du système précédent, pouvons-nous faire face à un monde plus diversifié, à un monde plus multipolaire? Il n'y a pas de réponse facile à cela. Mais c'est pourquoi je suggère que nous devons repenser les récits autour des relations internationales, car ils ont tous été écrits à Washington, Londres, Bruxelles et d'autres endroits comme Canberra. Des lieux en Occident où nous avons eu notre vision particulière du monde. Je pense que nous devons maintenant considérer le monde comme un lieu avec une diversité de visions du monde. Et ceux d'entre nous qui veulent un monde pacifique
vont devoir ressusciter l'internationalisme. Mais ce ne sera peut-être pas l'internationalisme libéral que ceux d'entre nous qui viennent de démocraties libérales souhaitent voir dans le monde entier. Ce n'est tout simplement pas réaliste. Nous avons besoin d'un internationalisme plus durable qui puisse gérer les différences. Il peut en fait reconnaître que, d'accord, vous avez un système politique différent. Vous pourriez même avoir un système économique légèrement différent du nôtre. Mais nous allons réellement traiter avec vous. Nous allons trouver un moyen de gérer ces risques. Nous allons développer les règles et les institutions pour instaurer la confiance. Et je pense que si nous ne faisons pas cela, nous nous dirigeons vers un désastre. Il me semble donc que nous avons besoin de ces voix. Elles ne sont pas très fortes en ce moment, parce que je pense que nous sommes en plein milieu d'un véritable déclin de la confiance. Et cela pourrait prendre un certain temps pour que nous nous en sortions. Cela nécessitera certainement un leadership politique. Mon dernier commentaire sur ce problème est que dans nos démocraties libérales occidentales, nous sommes très fiers de nos traditions démocratiques. Mais ce qui semble s'être produit à l'ère des réseaux sociaux, avec le déclin du modèle économique des médias traditionnels, c'est que nous avons une classe politique plus professionnelle, composée de personnes qui ne sont pas nécessairement des leaders issus d'une expérience de leadership dans le monde réel. Au lieu de cela, nous avons des politiciens qui ont passé toute leur vie à travailler uniquement en politique. Nous vivons maintenant dans un monde, même dans ces démocraties libérales, avec des traditions très fières, comme mon propre pays d'origine, l'Australie, où nous sommes dans une bulle politique remplie de discours politiques. Les politiciens ressentent le besoin de parler en termes très dramatiques, discutant des menaces, et nous présentant comme les gentils et eux comme les méchants. Peut-être même plus qu'auparavant, c'est un problème plus important lorsqu'il s'agit d'avoir une conversation sur la complexité. Nos politiciens se précipitent dans un cycle médiatique de 24 heures, et il y a une confiance déclinante dans les démocraties libérales envers notre propre classe politique. Donc, nous ne leur faisons même pas confiance. C'est presque comme si tout allait mal en même temps. C'est comme une tempête parfaite. Résoudre ces problèmes n'est pas facile. Non, absolument. Et je me demande simplement si cela a plus à voir avec les turbulences internes qu'avec la politique internationale extérieure. Parce que d'une part, nous voyons de l'instabilité dans les pays occidentaux, une profonde instabilité. Nous voyons également un recul démocratique dans les pays occidentaux, tout en étant fiers d'avoir ces traditions démocratiques. Et peut-être, laissez-moi simplement vous poser cette question. Pensez-vous qu'il y a cette génération qui détient actuellement le pouvoir, vous savez, des personnes entre 40 et 70 ans environ? Y a-t-il un niveau de désillusion par rapport à leurs propres attentes? Parce que pendant longtemps, surtout après la guerre froide, après 1991, l'attente générale était que tout le monde allait devenir une démocratie libérale, vous savez? C'est Fukuyama, n'est-ce pas? Et si vous voulez devenir riche, vous devez devenir une démocratie libérale. Cela ira de pair. Ce n'est qu'une question de temps. La Chine n'y est pas encore. La Russie n'y est pas encore. Certains pays n'y sont pas encore, mais ils y arriveront. Et maintenant, soudainement, nous réalisons que la Chine est vraiment riche. La Russie se porte très bien. Ils ne sont pas des démocraties libérales. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce ce sentiment de désillusion? Est-ce quelque chose qui alimente cette absence d'une approche autre que la confrontation? Je pense que c'est une partie importante du problème. Je pense qu'une partie de la raison pour laquelle il y a un tel consensus en Occident autour de la menace chinoise est que vous avez, peut-être que c'est démodé de parler de droite et de gauche,
Mais de ce que nous pourrions traditionnellement appeler le côté droit de la politique, vous avez ce renforcement géopolitique avec lequel nous voulons rivaliser. Mais à gauche, ou la gauche libérale, comme les Américains l'appelleraient, vous avez exactement ce que vous venez de décrire. Vous avez ce désenchantement libéral, où je pense qu'il y a eu un moment où les réalistes endurcis n'ont peut-être jamais attendu que le monde soit parfait, et croyaient simplement en une compétition acharnée. Mais les libéraux, et bien sûr, les personnes qui se qualifiaient autrefois de libéraux internationalistes, ont été, je pense, fortement influencés dans l'ère post-guerre froide, tant aux États-Unis qu'en Europe, par ces idées selon lesquelles l'histoire était terminée. Je pense que dans le cas européen, les Européens étaient très absorbés par leur propre expérience de construction d'une union politique qui leur a vraiment été imposée, je crois, par la fin de la guerre froide. Je pense qu'il y a eu une agitation soudaine pour comprendre comment l'Europe occidentale pouvait absorber l'Europe centrale et orientale. Comment construire quelque chose de sûr et sécurisé pour la démocratie libérale? L'U-Member était ce grand projet pour imaginer un grand espace libéral. Eh bien, vous savez, mon expérience d'avoir passé beaucoup de temps en Europe centrale et orientale me fait penser que je ne crois pas que ces sociétés vont facilement se transformer en démocratie libérale de style occidental de sitôt. Cependant, il y a beaucoup de gens qui veulent entreprendre ce voyage. Et je leur souhaite bonne chance. Mais je pense que c'est déjà assez difficile en Europe. Et bien sûr, aux États-Unis, nous avons également constaté le déclin du consensus autour des valeurs libérales. Donc oui, il y a une crise en Occident. Mais je dirais que, encore une fois, en tant qu'Australien, je ne me souviens pas avoir travaillé comme diplomate australien, ni personne dans le système gouvernemental, commercial ou académique australien. Je ne me souviens pas que quelqu'un ait prétendu que la Chine allait devenir une démocratie libérale. Je veux dire, cela me semble avoir été une observation très naïve, peut-être par des personnes qui n'étaient jamais allées en Chine, et peut-être des personnes qui n'ont jamais été en Asie dans son ensemble. Peut-être qu'elles écrivent leurs livres sur la politique étrangère, en imaginant que le monde entier peut être comme l'Europe et l'Amérique. Mais en réalité, pour ceux d'entre nous qui vivent ici dans la région Asie-Pacifique, je pense simplement que nous avons toujours été conscients, et nous serons toujours conscients, que c'est un endroit beaucoup plus complexe. C'est un endroit beaucoup plus diversifié. Et donc, ces grandes théories selon lesquelles l'Occident peut façonner le monde à son image sont, eh bien, ici en Australie, nous n'imaginons pas pouvoir faire en sorte que l'Indonésie devienne comme l'Australie. Nous n'avons jamais pensé cela. Cela nous est jamais venu à l'esprit. Nous ne pouvons même pas faire en sorte que les Fidji soient comme l'Australie. Donc, il ne nous vient tout simplement pas à l'esprit d'avoir ce zèle missionnaire. Bien sûr, je pense que vous avez raison de dire qu'une partie du problème occidental, peut-être, est que nous nous sentons désillusionnés dans l'ensemble, que le reste du monde n'adopte pas notre modèle. Nous devrions être... Vous savez, je suis assez fier de notre modèle, en fait. Je pense que nous devrions creuser et le faire fonctionner dans nos propres pays. Dans votre livre, vous évoquez, enfin, vous ne faites pas qu'évoquer, vous dites que nous avons besoin d'un nouvel internationalisme. L'ancien modèle d'internationalisme, je suppose, comme ce genre de mondialisation des années 1990, début des années 2000. Et vous savez comment la mondialisation était comme une énorme moitié de livre dans chaque livre de relations internationales. Comme si la moitié était consacrée à la mondialisation et cette moitié a maintenant disparu. Les gens oublient commodément que c'est de cela dont nous parlions. Mais quel est le nouveau type d'internationalisme?
Parce que ce genre de mondialisation consistait essentiellement à remodeler le monde à l'image de l'Occident, n'est-ce pas? Une occidentalisation, en gros. Mais maintenant, quelle est cette nouvelle version à laquelle vous pensez, qui doit émerger si nous voulons rester en paix? Je ne pense pas être d'accord avec l'idée que la mondialisation était une occidentalisation. Je pense que la mondialisation était une asianisation. Je pense que le moment de la mondialisation, lorsque les historiens se pencheront sur ce qui s'est passé à la fin du XXe siècle, concernait l'Asie. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu cette explosion de développement en Asie de l'Est en particulier. Cela s'est produit parce que ces économies avaient accès aux marchés mondiaux. Elles avaient accès au gigantesque marché américain. Et l'Europe, après la fin de la guerre froide, a adopté le libre-échange, ce qui a été un véritable choc car l'Europe avait été un acteur protectionniste dans l'économie mondiale jusqu'à ce moment-là. Ainsi, l'Europe s'est également ouverte aux exportateurs asiatiques. La croissance de l'Asie et les chaînes de valeur mondiales qui ont évolué à l'ère de la mondialisation étaient des chaînes de valeur basées en Asie. Et donc, bien que ceux en Occident le décrivent comme vous l'avez fait, c'est un récit courant que c'était une occidentalisation. Je le caractérise dans l'autre sens. Je pense en fait que c'est l'Asie qui a conduit la mondialisation. J'ai mentionné auparavant l'APEC, et je pense que les structures du régionalisme asiatique qui ont été développées incluaient non seulement les pays asiatiques traditionnels, si vous voulez, mais aussi des pays comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les États-Unis étaient un soutien clé de cette logique de libre-échange du développement asiatique jusqu'à l'arrivée de Donald Trump, ou du moins cette période approximative. Car on pourrait aussi mettre Hillary Clinton dans cette catégorie de quelqu'un qui au final n'allait pas soutenir une asianisation supplémentaire du processus de mondialisation. Mais je pense que cela a été un choc pour le monde. C'est pourquoi les Européens, j'enseignais dans une université française et j'ai demandé à mes étudiants qui soutiennent le libre-échange. Pas une main ne s'est levée. Donc, les Européens se sont retournés contre le libre-échange. Encore une fois, ils sont revenus à leur position traditionnelle. Et les États-Unis se sont clairement retournés contre le libre-échange. Les pays d'Asie ont besoin du libre-échange. Les pays d'Asie, y compris mon pays d'origine, l'Australie, nécessitent absolument le libre-échange pour notre prospérité. Et donc ce que nous voyons maintenant, avec la part du PIB mondial qui approche les 50%, va être dirigé par des pays qui sont déterminés à étendre la mondialisation. Donc, je ne pense pas que la mondialisation va disparaître. Mais l'Europe et l'Amérique du Nord, ou l'Europe et les États-Unis, pourraient bien choisir de ne pas être des acteurs clés dans ce processus de mondialisation. Ce qui soulève, je pense, de grandes questions sur leur compétitivité future. Je m'attends à ce que le processus de mondialisation mené par la Chine, l'Inde et les autres grandes économies asiatiques ne s'arrête pas. L'impact des tarifs que Donald Trump vient d'annoncer va avoir un certain effet sur la Chine, mais ils ne vont pas réellement arrêter les processus en cours en Chine. La modernisation industrielle massive qui se déroule en Chine ne va pas être ralentie. Elle sera simplement détournée vers d'autres marchés. Il en va de même pour nous tous. Si nous sommes exclus des marchés américains ou européens, nous nous tournerons simplement vers les nouveaux marchés émergents d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Sud. Vous verrez la mondialisation, je pense, continuer, mais elle ne semblera pas très occidentale, elle est multilatérale et mondiale. Il y a un argument très fort que John Pang a avancé sur cette chaîne, selon lequel l'une des raisons pour lesquelles l'ASEAN est actuellement si optimiste est que l'ASEAN, dans son fonctionnement, a agi comme un système multipolaire depuis les 50 dernières années.
Et bien qu'elle ait été méprisée et rabaissée dans les années 90 et au début des années 2000, elle est maintenant en train de s'imposer en disant « Regardez, ce modèle fonctionne en fait par rapport à l'élan d'intégration de l'Union européenne. » Pensez-vous également que l'ASEAN et l'expérience de l'Asie du Sud-Est peuvent nous donner de bons indices sur la manière de construire des institutions qui, même si elles ne sont pas centralisées, fonctionnent toujours pour maintenir la stabilité? Je le fais. Et vous savez, quand je faisais mon doctorat, j'ai lu des ouvrages sur les questions de régionalisation. Une grande partie du récit dans la littérature anglophone imagine que l'Union européenne est l'exemple parfait du régionalisme et que l'ASEAN est un exemple raté parce qu'elle ne s'est pas centralisée, parce qu'elle n'a pas approfondi son intégration pour devenir une union politique comme l'Europe. Mais encore une fois, j'ai tendance à regarder cela avec un peu de scepticisme. Je pense que l'Union européenne, aussi réussie qu'elle ait été à de nombreux niveaux, bien que je craigne qu'elle ne soit un peu en crise en ce moment, est un cas particulier. Je pense que l'Europe a eu un problème particulier à résoudre. Tout d'abord, bien sûr, les conséquences de la Seconde Guerre mondiale, mais ensuite les conséquences de la fin de la guerre froide. L'Europe a eu un ensemble particulier de problèmes. L'ASEAN, en revanche, a en fait été assez adapté à une région du monde où chacun de ces pays, aussi différents soient-ils, allant du Vietnam à Singapour, de certains des pays les plus pauvres comme le Myanmar et le Cambodge à certains des pays les plus riches, avec des systèmes politiques totalement différents et des économies totalement différentes, sont capables de construire une coopération. Ils restent assez centraux, non seulement pour les liens commerciaux économiques et l'architecture économique de la région, mais aussi pour l'architecture de sécurité. La centralité de l'ASEAN est encore très importante en raison des principes, encore une fois, revenant à ces principes de Bandung. Je veux dire, l'ASEAN représente tous ces principes de non-alignement, même si certains de ses membres, comme les Philippines, peuvent bien être alignés avec les États-Unis. Et donc je pense que oui, l'ASEAN est un modèle intéressant à considérer pour l'ensemble de l'Asie, pour voir comment des pays très différents peuvent trouver des modèles de coopération, de partage de normes et de règles, et trouver des moyens de résoudre les différends. Absolument. Et l'autre chose à se rappeler est que l'ASEAN est maintenant le premier partenaire commercial de la Chine. C'est là que la Chine est profondément intégrée. Mais bien sûr, l'ASEAN est ouverte au monde. Elle est également très intégrée économiquement avec l'Occident. Et donc, cela me semble être l'avenir. Je dirais que pour mon propre pays, c'est aussi l'avenir. Être intégré économiquement, culturellement et de toutes les autres manières avec le monde. Et cela inclut la Chine, mais bien sûr, cela inclut également l'Occident. Trouver un moyen de faire les deux, alors que le récit très simpliste a été « non, non, vous devez choisir l'un ou l'autre ». Eh bien, je ne pense pas que l'Indonésie va choisir l'un ou l'autre. Je ne pense pas que Singapour, le petit Singapour, va choisir de simplement s'aligner avec une grande puissance. Il voudra se couvrir et équilibrer. Et cela pourrait bien être l'avenir pour beaucoup plus de pays que nous n'aurions jamais imaginé, grâce peut-être aux grands changements survenus à Washington ces derniers temps. Et merci beaucoup pour cela, car cela m'amène également à quelque chose dont je veux vous parler. Une analyse que vous avez faite il y a environ 30 minutes, qui est aussi la nécessité de revoir ou de réviser notre manière d'enseigner et d'étudier les relations internationales. Ce que vous venez de suggérer est l'un des points de ma propre étude et aussi de l'existence même de cette chaîne. C'est que les relations internationales modernes ont essentiellement éliminé la neutralité des manuels de relations internationales. Nous n'utilisons même pas le mot.
So international relations is, we don't even use the word. Modern American-centered international relations has replaced. Les relations internationales, centrées sur l'Amérique moderne, ont remplacé le mot neutralité par des concepts comme le hedging, le bandwagoning et l'équilibrage, n'est-ce pas? Mais cela enlève toujours l'option d'être une troisième chose par soi-même, en son propre droit. Cela revient toujours à cette dichotomie et à cette nécessité de choisir. Je crois que le monde multipolaire se prêtera à la réimagination de la politique des tiers. Le voyez-vous de cette façon aussi? Et pensez-vous que l'ASEAN et l'Asie essayent déjà de mettre cela en œuvre d'une manière ou d'une autre? Oui, c'est une question très intéressante. Et il se pourrait bien que pour certains pays, en particulier ceux qui pourraient être considérés comme des pays tampons entre les grandes puissances, le modèle de neutralité qui semble avoir bien fonctionné pour la Suisse soit viable si vous pouviez obtenir l'accord de toutes les grandes puissances pour respecter la neutralité et si vous étiez confiant d'avoir la capacité de vous défendre également. Cela pourrait bien être le cas à l'avenir. Je pense que vous pourriez avoir raison que la neutralité pourrait revenir sur le devant de la scène, du moins dans les débats et discussions. C'est très intéressant qu'ici en Australie, où il y a eu une longue histoire, en effet, toute l'histoire de l'Australie, d'être dépendant de ce que nous avons tendance à appeler un grand et puissant ami. L'Australie était entièrement dépendante de l'Empire britannique. Bien sûr, pendant sa période de formation en tant que colonie britannique. Mais après la chute des Britanniques à Singapour en 1942, l'Australie a changé son allégeance aux États-Unis et a été entièrement dans le camp des États-Unis depuis lors. Et il n'y a jamais eu de voix du tout pour cette discussion sur la neutralité. Ce n'est tout simplement pas politiquement réaliste. Car pour gagner des élections en Australie, bien sûr, il faut soutenir l'alliance avec les États-Unis. Et donc, les deux principaux partis ont toujours été des défenseurs de l'alignement. Mais s'il y aura de la place pour des voix tierces, même dans un pays comme celui-ci à l'avenir, vous savez, on ne sait jamais. Je pense que le monde est tellement imprévisible en ce moment. Et si c'était le cas que les États-Unis se retiraient de leur garantie de sécurité implicite, cela pourrait bien ouvrir ce genre de discussion, même pour les pays qui sont alignés. Mais je pense que c'est encore loin dans le futur. Je ne pense pas que ce soit très réaliste à l'heure actuelle. Je pense que, alors que nous traversons ce qui ressemble à une crise de l'ordre mondial changeant, il est beaucoup plus probable que les gens s'accrochent à ce avec quoi ils sont à l'aise et où ils se sentent familiers. Que ce soit le cas pour les zones de crise. Cependant, la neutralité pourrait bien être une solution utile à proposer dans une région en crise, par exemple. Mais cela n'a pas été beaucoup sur le radar. Donc oui, écoutez, je pense que c'est une discussion très intéressante, et je ne serais pas du tout surpris si nous entendions davantage parler de neutralité ou au moins de non-alignement. Même pendant la guerre froide, nous n'avons pas beaucoup entendu parler du mouvement des non-alignés. Ils étaient en quelque sorte marginalisés, mais en réalité, ils représentaient une grande partie du monde. Dans le nouvel ordre mondial vers lequel nous nous dirigeons, les pays non alignés vont devenir des acteurs majeurs. Ils vont être centraux pour l'économie mondiale et pour les discussions internationales. À l'avenir, nous ne pourrons pas parler de relations internationales sans parler des pays non alignés, à mon avis. Et le géant indonésien en est un excellent exemple. Personne n'y pense jamais. Personne ne parle de l'Indonésie. Mais c'est le 4e plus grand pays du monde. Il croît rapidement. C'est le plus grand pays musulman du monde. Il a une culture et une civilisation assez uniques. Ce n'est pas occidental. Et c'est juste à côté de l'Australie, juste à côté d'un continent qui est occidental. Donc vous savez, nous devrons peut-être parler beaucoup plus de ce pays non aligné à l'avenir. Et vous savez,
l'intégration pacifique d'une puissance croissante comme l'Indonésie dans sa région, l'ancrage de la paix pour l'Indonésie, ce qui semble certainement être le scénario probable. Il n'y a pas de grande crainte que l'Indonésie devienne agressive à l'avenir. Ainsi, l'ancrage pacifique d'une Indonésie plus puissante dans la région pourrait être l'une des grandes tendances du monde à venir. Mais la littérature sur les relations internationales ignore un peu ce pays, peut-être à ses risques et périls. Si vous aviez des conseils à donner aux étudiants en relations internationales sur le sujet de leur mémoire de licence ou de master, que leur diriez-vous? Quel est actuellement un sujet qu'ils pourraient rechercher maintenant et dont on dira encore dans 10 ans? Oh wow, vous étiez vraiment en avance en vous intéressant à cela. Quelle est la prochaine grande tendance? Eh bien, lorsque je faisais ma thèse de doctorat, je voulais étudier l'initiative de la ceinture et de la route parce que je pensais que c'était le genre de grande initiative mondiale en provenance de Chine qui méritait beaucoup plus d'études. Et quand j'ai pris la décision de le faire, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait presque pas de littérature. Et je suis très heureux de dire qu'au cours des années suivantes, faire un doctorat prend de nombreuses années. Beaucoup d'autres personnes ont eu la même idée brillante que moi. Et donc, il y a maintenant beaucoup de littérature sur la ceinture et la route. Vous pouvez vraiment approfondir et vous pouvez maintenant lire tout sur les études de cas et les exemples de l'initiative de la ceinture et de la route à travers le monde. Et donc, je pense que nous avons besoin que les gens examinent quelles sont ces tendances. Quelles sont ces nouvelles initiatives qui émergent des puissances montantes, comme la Chine, l'Inde et d'autres pays également? Quelles sont les initiatives régionales qui se développent? Nous devons les comprendre en profondeur et ne pas simplement les regarder à travers un prisme occidental de valeurs occidentales, en supposant qu'elles sont toutes une menace, mais plutôt essayer de comprendre à partir des preuves ce qui se passe réellement, quelles sont leurs intentions, et aussi bien sûr étudier où se trouvent les doubles standards et où pourraient se situer les problèmes. Mais je suis particulièrement intéressé par l'adoption d'une approche d'analyse des risques, un peu comme le font les diplomates, d'après mon expérience en tant que diplomate, ou comme le font les entreprises internationales. Lorsque vous entrez dans un nouveau pays, vous n'acceptez pas simplement une analyse de menaces générique ou une approche très simpliste selon laquelle tout va se passer selon une généralisation. Ce que vous faites en tant qu'homme d'affaires ou diplomate dans un pays étranger, c'est que vous vous immergez profondément. Vous rencontrez autant de personnes que possible. Vous recueillez autant d'informations que possible. Vous étudiez les preuves et vous essayez de comprendre la complexité de ce qui se passe. Et donc, tout l'objectif d'être diplomate ou de travailler pour une entreprise internationale dans un pays est que vous puissiez conseiller votre siège social en disant « Hey les gars, c'est plus compliqué que ce que vous lisez dans les journaux. Voici les tendances, voici les scénarios probables. » Et je pense que si nous utilisions un peu plus ce type d'analyse de risque politique dans les relations internationales, plutôt que simplement ces grandes théories et grandes suppositions, si nous examinions réellement le détail de ce qui se passe, les preuves, nous découvririons que c'est beaucoup plus compliqué. Et nous pourrions trouver des indices pour des solutions, alors que simplement accepter la grande théorie selon laquelle « Oh, nous sommes les gentils et ils sont les méchants », cela ne semble pas nous mener à une solution. Ce sont des paroles très sages. Les gens devraient approfondir et comprendre la complexité. Je pense, David, que je voudrais te remercier
et je voudrais demander à tout le monde d'aller découvrir le livre de David. Le titre, comme tu l'as dit au début, est « Une nouvelle ère de risque ». Pourquoi nous avons besoin d'un nouvel internationalisme durable pour gérer la montée de la Chine? Exactement celui-là. Et si les gens veulent te suivre ailleurs, as-tu un endroit où tu publies occasionnellement ou régulièrement? Have a place where you publish occasionally or regularly? Yes, look, absolutely. You can find me. I'm on. Oui, regardez, absolument. Vous pouvez me trouver, je suis sur X, Facebook et LinkedIn. Donc si vous cherchez David Morris, ou si vous cherchez One Earth Village, qui est le numéro 1, oneearthvillage.net, oneearthvillage.com aussi, je pense que ça fonctionnera, ou oneearthvillage.org, vous trouverez mon organisation à but non lucratif là-bas. J'ai également toutes mes publications sur l'une de ces pages. Merveilleux. One of those pages there as well. Wonderful. David Morris, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci. Thank you very much.